Et bien sûr, une vive émotion dans les quartiers marseillais depuis plusieurs jours maintenant, parce que ce qui choque, c'est bien sûr l'horreur des faits. On parle donc de cet adolescent de 15 ans tué de 50 coups de couteau, brûlé vif, et des mots même du procureur, une horreur quasiment sans précédent. Forcément, ça met beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'émotions, beaucoup de choc pour les habitants. Et puis, ce jeune meurtrier âgé d'à peine 14 ans, à peine sorti de l'enfance. Et ce qui inquiète, c'est l'ultra-rajeunissement des auteurs de ce genre de faits, des gens qui peuvent être recrutés par les narcotrafiquants pour commettre des faits qui sont de plus en plus graves. Et c'est vraiment une sensation qu'on a perçue hier dans les quartiers marseillais. On a pu parler avec quelques jeunes qui nous racontaient avoir des connaissances, qui ont sombré d'abord dans le trafic et puis parfois jusqu'au meurtre. Et je vous propose d'écouter un de ces jeunes qu'on a pu rencontrer hier avec Mathieu Le Peignet. Au début, c'était choquant, quand je voyais des meurtres et tout. Après, c'est devenu une habitude. Et ils ont plus le sens de la vie. Ça veut dire que pour eux, tuer, ils voient ça une fois, deux fois, et ils croient que c'est normal. Faire un contrat à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, sur un message, tu réponds à une personne, c'est fait. C'est très simple à faire ça. C'est ça qui est choquant. Ce qu'on a perçu, c'est vraiment cette inquiétude autour de la banalisation de l'ultra-violence et aussi ce rajeunissement. Et puis, il y a aussi beaucoup d'émotions, une tristesse infinie qui a été partagée par beaucoup d'habitants autour du meurtre de Nessim, ce chauffeur VTC. Un dommage collatéral du narcotrafic. Et puis, la peur que cela ne se reproduise, car là, il ne s'agit pas d'une balle perdue, mais d'un meurtre à bout portant quasiment d'une victime innocente qui endeuille une nouvelle fois la cité phocéenne. Marion Russell avec Mathieu Le Peignet, le jeune qu'on entendait à l'instant parler d'autres jeunes, d'autres adolescents qui n'avaient plus le sens de la vie. C'est exactement ce que dit le procureur de Marseille, Nicolas Besson. Lui dit qu'il n'y a plus de repères, un ultra-rajeunissement des auteurs et une sauvagerie inédite. Je trouve quelques éléments un petit peu de contexte qui me paraissaient importants de relever. C'est l'âge des victimes et des auteurs, de très jeunes adolescents. Alors nous avions eu l'année dernière des victimes jeunes, mais souvent des victimes collatérales. On avait des auteurs, on avait constaté un rajeunissement. C'était un petit peu les analyses que nous faisions avec la police judiciaire. Là, on a un ultra-rajeunissement, puisque sur les deux faits sont impliqués un mineur de 14 ans et deux mineurs de 15 ans. La chef adjointe du service police-justice de BFM TV est avec nous, Alexandra Gonzalez. Je le disais, il faut bien mesurer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, on a un trafiquant qui, depuis sa cellule, sur les réseaux sociaux, peut recruter d'abord un gamin de 15 ans pour aller intimider un de ses rivaux pour 2000 €, et ensuite recruter un tueur à gages de 14 ans pour venger la première victime. Oui, ça paraît sidérant vu de l'extérieur, mais les portables en prison sont une réalité, malgré l'installation de brouilleurs d'ondes qui fonctionnent plus ou moins bien selon les modèles de téléphone. Et avec un téléphone portable, aujourd'hui, une personne membre de la grande criminalité, comme c'est le cas là, est capable de recruter quelqu'un, aussi jeune soit-il, et c'est aussi ce qui est sidérant dans cette histoire, quelqu'un via des réseaux sociaux, pour commettre une opération d'intimidation, voire même un homicide. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'ubérisation. Là, il y a l'ubérisation de l'homicide et des tueurs à gages. C'est-à-dire que celui qui recrute ne connaît pas celui qui va les tuer. Non, et n'est parfois même pas originaire de Marseille. C'est ce qu'avait expliqué il y a quelques années déjà la procureure de Marseille de l'époque, qui expliquait que des adolescents de plus en plus jeunes, alors pas si jeune quand même, 14 ans, c'est quand même assez stupéfiant. Les personnes avec qui j'ai pu en parler ce week-end disent qu'en général, on est plutôt sur des adolescents de 16, 17, 18 ans, ce qui reste tout aussi grave. Mais 14 ans, c'est quand même très frappant. Et cette procureure de Marseille de l'époque expliquait que donc ces adolescents en perte de repères, souvent sans famille, étaient recrutés sur les réseaux sociaux et venaient de partout en France. Beaucoup venaient d'Île-de-France, descendaient spécifiquement pour commettre, moyennant de l'argent, des homicides de la sorte ou des opérations punitives, parfois ce qu'on appelle des jambites, c'est-à-dire tirer dans les jambes de quelqu'un pour l'intimider justement, et donc allant jusqu'à parfois donc la mort. Oui, et au milieu de tout ça, on le disait, au milieu de ces règlements de compte, il y a donc un chauffeur VTC, Nessim Ramdan, 37 ans, 3 enfants, des jumeaux de 11 ans et une petite fille de 4 ans. Lui n'avait strictement rien à voir avec ces histoires-là. Il a été tué d'une balle dans la tête je le rappelle, il avait par exemple sorti sa famille de Marseille pour aller vivre loin, pour aller vivre dans le Var, du côté de Saint-Zacharie. Bonjour Fabrice Coulon. Bonjour.
Vous êtes directeur sportif du Carnot Football Club. Nessim Ramdan a joué il y a quelques années pour votre club. C'était un passionné de foot. Encore une fois, rien à voir avec le trafic. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Bien, Nessim a passé plus de 5 ans au sein du club de Carnoux, avec une passion et un dévouement inégalés. Et je pense que la totale incompréhension du décès malheureux nous plonge dans un état de sidération depuis 2 jours. Car Nessim incarnait tout ce qui est à l'opposé de l'origine du décès, malheureusement, puisqu'il était non seulement joueur émérite de football, mais également éducateur. Et je pense que de tous ceux qui l'ont connu à un moment ou à un autre, en qualité de joueur ou d'éducateur, pourront témoigner que Nessim était irréprochable et véhiculait des valeurs cardinales très fortes, celles de respect, de fair play. Finalement, tout ce qui vient à l'inverse de cet acte tragique. Comment on explique justement aux enfants du club de foot ce qui vient de se passer? Alors on expérimente, malheureusement on est démunis, on n'est malheureusement pas préparé à ce genre d'acte odieux. Donc chacun y va de son expérience, de sa personnalité pour essayer de débriefer un parcheminement progressif avec les enfants. On a eu beaucoup de témoignages de parents dont Nessim avait les enfants à charge et qui sont également qui ont été fouettés par l'annonce. Et certains n'ont pas encore eu le courage de l'annoncer aux enfants. Donc je pense qu'on va mettre en place non pas une cellule, mais on va dire plutôt des espaces de parole pour y aller progressivement en fonction de l'âge des enfants, bien entendu. Oui. Je le disais, Nessim, il avait 3 enfants, père de famille, 37 ans. Il cumulait 3 emplois, dont cet emploi de chauffeur VTC, pour tout simplement faire vivre sa famille. Oui, alors ce qu'il faut bien considérer, c'est que Nessim est un exemple, un modèle. Alors je parle essentiellement sur le plan humain de l'expérience, puisqu'on l'a côtoyé de nombreuses années. Et on a vu à quel point il était investi déjà sur le plan de la formation, puisque c'était quelqu'un qui voulait s'investir dans la formation des enfants, dans l'encadrement. Donc il avait passé un certain nombre de diplômes et qu'il avait réussi brillamment d'ailleurs, via la Ligue de Méditerranée de football. Et parallèlement à ça, donc, il avait un projet professionnel qui était très lié aussi au développement durable. D'ailleurs, il intervenait régulièrement au sein de nos stages pour prêcher la bonne parole en faveur que ce soit la citoyenneté, le développement durable, je viens de le dire. Et c'est quelqu'un qui a toujours brillé par la nature de ses interventions au niveau de nos jeunes et dont on savait qu'il avait un attachement particulier. Et par extension, je dirais que c'était également un modèle de père, puisque ses 2 enfants, donc ses 2 jumeaux, étaient également joueurs au sein de notre club. Et donc on savait très bien que Nessim, en dehors du foot, avait une vie réglée, millimétrée. Il s'appliquait à lui-même une rigueur et une discipline, y compris dans le travail. Et le fait qu'il cumule de nombreux emplois ne surprenait pas, et c'était pour nous une référence. Merci beaucoup, merci Fabrice Coulon d'avoir été là avec nous. On voulait rendre hommage aussi à Nessim.